Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et par les temps qui courent, nous nous retrouvons assez souvent. C'était vendredi dernier, et ce lundi, je reçois de nouveau Pierre Jovanovic. Voilà, enfin on va dire que c'est une continuité. Voilà. C'est une continuité, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retard. Il y avait de la matière. Et on a de la matière pour réinformer nos spectateurs et nos lecteurs. Alors, Pierre, il y a quelque chose qui a fait plaisir aux Français, parce qu'ils ont vu baisser le prix du carburant à la pompe. Et finalement, le virus a fait ce que les Gilets jaunes n'avaient pas obtenu, la baisse du prix du carburant. Exactement. Parce qu'il y a un krach pétrolier considérable. J'ai publié un article qui s'appelle Un signe noir flotte sur un océan de pétrole. Ah ben c'est bien trouvé, un signe noir, c'est clair. Bon. Il faut le prendre au sens propre et au sens figuré. Alors, il faut savoir que... C'est une flaque de pétrole en forme de cygne. Au large de San Diego, vous avez, mon cher Pierre, vous le savez, pas loin de... trentaine La baie de Los Angeles aussi. Oui, d'une trentaine de... Long Beach. De tankers. Même une trentaine de Rotterdam dans le monde plein de entier. pétrole qui attendent. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 jours ou 3 semaines, il y a eu d'un seul coup, le prix du pétrole est devenu négatif. Alors, ce qui n'a rien de surprenant parce qu'on est à l'ère des taux négatifs, donc, mais la pandémie a bloqué le monde entier. Les avions ont cessé de voler, les camions ont cessé de rouler, les voitures, n'en parlons pas. Et du jour au lendemain, alors il y a eu un temps de latence, il y a eu un temps de latence, et d'un seul coup, un record a été battu, c'est-à-dire que à Chicago, au marché des matières premières, le prix du baril de pétrole s'est retrouvé, alors je vous donne ça de tête, à moins $37, suivant les différents marchés. Oui. On va dire moins 40. Oui, le Brent n'est pas tout à fait voilà, parce qu'il y a entre le baril, entre différents trucs de pétrole, etc. Le brut, celui qui a été nettoyé, etc. Bon, il y a différents prix. Mais toujours est-il que c'était négatif, totalement. C'est une première. Alors pourquoi c'est négatif ? C'est le principe du tube dentifrice. C'est-à-dire une fois que vous avez appuyé sur le tube du dentifrice, allez remettre la pâte dans le tube. Et c'est le problème justement de l'Arabie Saoudite, de tous ceux qui ont du pétrole qui sort en permanence, parce que c'est toute une machinerie, c'est impossible à arrêter, c'est extrêmement complexe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui payaient des acheteurs pour qu'ils prennent leur pétrole. Voilà, c'est ça. Littéralement. Parce que le stockage a un coût. Exactement. Considérable. Et c'était effectivement le problème. Alors, les conséquences sont quand même bénéfiques pour nous. Réjouissons-nous pour une fois. Vous n'avez pas vu, les Français n'ont pas vu le vrai coût du pétrole. Parce que là, techniquement, ça revient, si vous voulez, vous allez faire le plein et c'est le pompiste qui vous paye 40 euros, quoi. Oui. C'est un peu l'idée. On ne verra pas parce qu'il y a l'État. C'est un peu l'idée. L'État qui continue à prélever ses taxes. Mais enfin, là où on payait le gasoil, 1,35 €, 1,45 €, maintenant on le paye 1,10 €, 1,15 €. Ouais, on va dire, mais vous ne le payez pas 50 centimes. Ah non, ça voilà. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est... Allez-y. Mais les conséquences, c'est ça qui était... les conséquences. Alors, BNP, Société Générale, les traders se sont pris des tôles. Maman, c'est ce qu'elle veut dire. Maman, au secours, maman. Bon. Alors, les pertes déclarées, je vous le donne de tête, parce que là, on a tellement de papiers. Je crois que Société Générale, ils se sont pris 300 ou 400 millions. Et BNP, je crois que c'est paret, 300... un peu moins, 200 ou 250. Ouais, on va dire... de toute façon, ils ne vont pas déclarer leur perte totale. Ça va en réalité, c'était quand même prévisible. Parce que si le virus n'était pas prévisible, quoique il en ait été question assez souvent avant, Philippe Simoneau, sur ce même plateau, nous avait dit que le pétrole n'était plus pertinent dans les échanges internationaux, qu'il n'était plus la valeur dominante, structurante de l'économie. Et donc, les banques auraient dû être prudentes. On sentait déjà que... Mais bien sûr.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne comprend pas comment les traders de la Société Générale et de la BNP aient réussi à se prendre une telle tarte. Ça veut dire qu'ils sont complètement incompétents. Je veux dire, dès le départ, ils auraient dû parier sur le prix négatif du pétrole, puisque tout le monde entier s'est arrêté de fonctionner. Plus rien ne roulait, plus personne ne dépensait ni de l'essence, ni du kérosène, ni du mazout, ni rien du tout. Et on sentait bien, il y avait eu cette réunion, ce désaccord entre les Russes et les Saoudiens, avant le confinement, avant la crise du Corona. Et donc, on voyait bien qu'il y avait un stock, un excédent de pétrole sur le marché mondial. Oui, en plus, vous avez raison de souligner ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui se sont superposées. C'est-à-dire, d'une part, la volonté du prince saoudien Ben Salman de faire chanter Trump. Oui. Parce que comme les États-Unis sont devenus indépendants en termes voilà, donc lui, il vendait moins de pétrole aux États-Unis, etc. De l'autre côté, il y avait la bataille entre le prince Ben Salman et Poutine. Donc il y a eu plusieurs échanges de coups de téléphone qui étaient assez corsés, hein, c'était salé. Et on a appris récemment que Trump a dit, il en a eu marre des jérémiades du prince Ben Salman, celui qui a tué Khashoggi, hein, rappelons-le. Il lui a dit, bon c'est simple, si tu continues à m'emmerder, je retire l'intégralité des forces américaines qui sont chez toi. Voilà. Donc là, il a eu peur et il a arrêté le truc. Ce qui fait que maintenant, ils sont ruinés, les Saoudiens sont ruinés, ils ont multiplié leur TVA par 3. Ouais. Attention, les princes saoudiens vont être ruinés. Là. Je crois même que nous avions signalé à ce micro que l'Aramco n'avait pas trouvé preneur en capital. Oui, c'était très, très, très compliqué. Et que finalement, Ben Salman, avait imposé au prince saoudien d'entrer dans le capital d'Aramco parce que le capital mondial, voilà. Et alors Poutine dans cette affaire, il s'en est pas si mal tiré parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Depuis les accords de Shanghai de 97, chers téléspectateurs, ces accords sont très importants. Ils assurent un débouché continu du gaz et du pétrole russe au bénéfice de la Chine. Et par conséquent, elle avait un marché captif, la Russie, à des prix relativement peu élevés, mais c'était un marché qui fonctionnait et sur de grosses quantités. Par conséquent, la Russie n'avait pas intérêt à réduire sa production. Ce qui a évidemment contribué. Les Russes, d'ailleurs, ont dit aux Saoudiens qu'ils peuvent tenir pendant 3 ans, je vous donne sa tête, 2 ans ou 3 ans, à raison de $28 le baril. Voilà. Bon, personne n'avait imaginé que le baril tomberait en négatif, c'est clair. Enfin bon, les Russes, ils s'en foutent. Ils sont débouchés chinois. Alors, justement, tiens, j'ai retrouvé le papier. Notre lecteur, M. Breton, a vu que les traders de BNP ont été nettoyés de 219 millions de dollars avec des dérivés. Bien sûr. Ils n'ont pas lu Black Masters, les mecs, les dérivés, les produits dérivés, c'est ça qui est drôle. Alors, rappelons à nos téléspectateurs ce qu'est un dérivé quand même. C'est comment dire, on utilise un bien pour les banques tout à l'heure. Comme pour l'or. Voilà, exactement. Pour l'or, ils n'ont pas d'or, mais ils jouent dessus. On crée des produits dérivés synthétiques, mais ils aiment bien le terme synthétique. C'est du tergal. Le synthétique n'est pas très bien. L'acrylique. Et alors, écoutez, je trouve que c'est ça qui est fou, c'est qu'une banque qui a les comptes de millions de Français soit autorisé à jouer au casino autant pour les promesses bidons de ces politiques pourries qui avaient promis de réguler, je vous rappelle, Sarkozy et Hollande avaient promis de réguler les banques, de les empêcher de jouer au casino. Je revois encore Sarkozy en train de faire ses grandes déclarations, comme par hasard. De toute façon, toutes les grandes déclarations de Sarkozy, il n'y a jamais eu d'effet derrière. Voilà. Et notre lecteur nous dit très justement, pince sans rire, si c'est la mieux gérée des banques, dans quel état doivent être les autres ? Voilà. Donc c'est vrai, il faut rappeler. C'est une catastrophe. Il faut rappeler que la BNP. C'est les traders de BNP Londres. C'est le desk de Londres. C'est en taille de bilan, c'est plus que le PIB français. Donc, d'une part. D'autre part, il faut savoir que 2 de ses principaux dirigeants ont été les financiers de la campagne de M. Macron. Il faut s'en souvenir. On est d'accord. Et pour ce qui est de la BNP. Elle a évidemment aussi un leverage,
un effet de levier qu'on a rappelé tout à l'heure, qui est quand même assez Ah tangent. non, mais c'est très très grave. C'est- C'est très très grave. D'ailleurs, il y a un journaliste anglais qui a dit "Don't fuck up with those who invented credit default swaps and other bags of shitty derivatives." Shitty, ah oui, oui. Alors, Oui, parce que c'est de l'autre côté, c'est la JP Morgan qui a shitty, pris ça veut les dire 200. merdique. Ouais, voilà. Ils ont pris les 230 millions que la BNP a perdus, sont partis chez JP Morgan parce qu'ils étaient de l'autre côté du pari. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Ouais. C'est le casino, ces mecs-là, ils jouent au casino. Ils sont fou alliés. Alors, et la BNP va se récupérer en pompant les comptes courants des Et gens. alors, la question, elle est très simple, c'est la séparation entre les activités bancaires et les activités spéculatives. Bon, c'est une vieille histoire qui remonte à Roosevelt. Vous savez, le fameux Glass-Steagall Act. Glass-Steagall, là, on est d'accord, Ouais. mais bon. La séparation. Oui, non, mais justement, mais elle a été Justement, annulée. elle a été annulée, Elle a été annulée en bien sûr. 88 ou 89 Alors, c'est, par Clinton. Bien avant. Ça a été annulé avant. Non, aux non, c'est États-Unis. Clinton qui a annulé le. Et il en me semble. France, ça a été annulé aussi. Autant que je me souviens. Bah, je bien, crois tout ce qui est fait aux États-Unis arrive en France tout de suite dans la foulée. Donc, Mais j'aurais tendance à dire que c'était même Bérégovoy comme ministre des Finances. non, Bérégovoy, c'est celui qui a permis l'utilisation des crédits default swap. Ah, c'est ça, voilà. C'est lui qui a légitimisé, pardon. Sinon, c'était interdit en France. C'était pas dans les usages, on va dire, des traders et certains, des banquiers. on fait un peu d'histoire, si vous me permettez. Certains pensent que Bérégovoy, dont tout le militantisme syndical et politique avait été le contraire de cela, se serait suicidé s'il y a d'autres... Deux balles dans la tête, c'est ça? Oui, enfin, se serait suicidé pour avoir renié pauvre. ce qui était... Non, il avait dit, non, rappelez-vous, il était à l'Assemblée nationale et il a dit à tous les députés, j'ai les dossiers sur vous tous. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon, ça, il faut jamais dire ce genre de choses quand comme même ça. des ennemis. Non, là, non, comme non, ça. non, on se fait pas des amis, on est d'accord. Il y avait un livre comme ça, Dale Ouais. Carnegie, de l'art de se faire des amis, quoi. Là, c'est Pierre Bérégovoy, de l'art de se faire des ennemis. Oui, oui, et alors... Il était pas très malin, hein, quelque Mais part. Jox l'avait considéré, il avait regardé. Mais regardez, cet homme, il n'est pas des nôtres, il n'a pas les C'est mêmes ça. chaussettes que nous. Oui. C'est ça. Tiens, à propos de jugement de banquiers, classe. à propos de banquiers, tiens, j'en oublie un. Pardon, parce que c'est important. il Celui-là, faut c'est pas drôle. oublier les banquiers. Il faut pas oublier les banquiers qui meurent. Le banquier portugais Nuno Ribeiro da Cunha, en charge de la gestion de la fortune d'Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais José Ah oui, Eduardo, oui, bien sûr. Oui. et femme la plus riche d'Afrique, Oui. mariée donc à monsieur Dokolo, a été retrouvé mouru. Il s'est pendu dans son garage à Lisbonne. Voilà. Précisons que, comme l'ancien banquier de Donald Trump, il n'avait pas de raison valable de se suicider, comme hélas certains policiers gendarmes français qui sont démoralisés par leur travail et leur hiérarchie. Ou certains agriculteurs. Monsieur Ribeiro, exactement, travaillait pour la banque privée, très privée même, puisqu'elle appartient à Madame Dos Santos. Cette banque s'appelait Eurobic. Et son nom est sorti dans les Luanda Leaks du fameux consortium international des journalistes d'investigation payé par Washington et Bill Gates, etc. Dans les documents, on peut voir que le président Dos Santos avait confondu ses finances personnelles avec les finances du pays. Oui, ça n'est pas tout à fait C'est original. une vieille habitude pour les l'Afrique. dictateurs africains. Oui. Voilà. Et donc... Mais vous avez là-dessus un excellent sketch de Dieudonné, lequel? le chef d'État africain. Oui, On me le dit. Ah oui, On me le dit. oui, non mais c'est excellent là franchement. Voilà. Et donc voilà, il a été retrouvé mouru. Alors, il faut parce que rappeler attends, que- je précise que donc Madame Dos Santos, Dos Santos. du cas, donc elle avait le carré gagnant elle. Ah, c'était les 4 as là. Ouais. Alors, vol, détournement, fraude comptable, blanchiment de fonds, faux et usage de faux, bilan truqué, abus de biens sociaux. C'est bien. Oui, La totale, quoi. Il faut rappeler quand C'est même que incroyable. l'origine de sa fortune, c'est aussi le pétrole. Bah, bien sûr, Parce oui, que c'est pour le ça que j'en parle. Angolais. Parce que, exactement. que l'Angola est un grand pays pétrolier. Exactement. Et Dos Santos était le président qui a vaincu d'ailleurs son opposant, Jonas Savimbi. Il a jeté au crocodile, non? C'est pas ça? C'était quoi l'histoire? Hein, c'est ça, hein, il y a une histoire comme ça. Enfin, je me souviens Le plus du pauvre truc, mais... Jonas Savimbi, qui était soutenu plutôt par un certain nombre de gens en France qui l'aimaient bien. C'était un colosse, un géant qui n'était pas marxiste. Parce que le paradoxe, c'est que écoutez, ces hommes tous étaient les marxistes. pays africains
Attends, moi, je me souviens de Rolf Steiner. Oui. Vous vous souvenez de Rolf Steiner? Très bien, oui. Le mercenaire, un gars incroyable, ancien légionnaire, etc., qui avait qui avait tenté de défendre le peuple africain, enfin les Nigérois, comment on dit ça, les Nigérians, du Niger. parce qu'en fait les grandes multinationales avaient décidé de voler le pétrole du Niger. Et donc il avait écrit d'ailleurs un très très bon livre que je recommande, qui s'appelle Le Carré Rouge. Vous le retrouverez sur, si vous allez sur quotidien.com, il y a un onglet qui s'appelle Livre culte. Voilà. Et là, on retrouve le pétrole, pareil. Et la même chose. L'Angola, pareil. Et la même chose en Centrafrique. Là, c'est les diamants et l'uranium. Et le Congo, Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso était une créature d'elfe. Exactement. Il avait des marxistes aussi. Et c'est lui qui l'avait emporté contre son opposant. Pascal Lissouba, la même chose. Il y avait un autre aussi, Moïse Tshombe. Ah oui, c'est une autre génération. J'adore, Moïse Tshombe, quoi. Il y avait aussi un... Je lui ai dédicacé un livre, figurez-vous. Alors moi, c'est le contraire. C'est l'opposant qui m'avait dédicacé un livre pour que je le reçoive dans là, j'avais dédicacé à Ange Patassé. Ange Patassé, bien sûr. Il voulait lire les anges gardiens. Il avait un bon ange gardien, lui. Il est passé au travers, Ange Patassé. Ça a été dur. C'était chaud, là, pour lui. Donc, alors, juste pour qu'on finisse avec les banquiers, alors là, c'est autre chose. Alors, on était dans le pétrole, mais c'est les banquiers... Là, c'est du pétrole aussi, écoutez bien. Mais c'est l'inverse. La cliente de la caisse d'épargne de l'avenue Camille Pelletan à Marseille, qui n'a pas pu retirer sa prime de Noël. Donc, c'est une dame qui est au RMI... ou RSA, ou je sais pas quoi, donc de Noël, a été si vexée que de rage, elle est revenue à l'agence, a arrosé le chargé de compte de pétrole, d'essence ou d'alcool à brûler, et a voulu mettre le feu. Aïe. Ouais. C'est la bûche de Noël. Monsieur, j'ai honte. Non mais c'est drôle. Non mais c'est drôle pour une fois pour une fois que quelqu'un se révolte contre ses banquiers. Oui, c'est une pauvre érémiste. C'est une qui n'a rien à perdre. Voilà. C'est ça, elle a rien à perdre. Oui, elle a même pas ses 50 € de sa prime de Noël ou je sais pas combien. Oui, mais mon cher Pierre, si tous les gens qui n'ont rien à perdre se coalisent. Non mais attendez, mais en ce moment c'est chaud là en ce moment. Oui, on attend. Attends, c'est chaud là en ce moment. Attends, moi je sais pas comment va se passer septembre, octobre, novembre, mais ça va être. Je peux vous dire que ça va être dramatique. Les services du ministère de l'Intérieur ont fait une enquête dévolue justement aux possibilités de révolte populaire à l'automne. Oui. L'automne, oui, septembre, c'est ce que je dis. Peut-être avant, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a quelque chose c'est clair que l'ambiance en France est absolument épouvantable. J'ai jamais vu ça. Même sur Hollande, on n'a pas connu ça. Et juste avant les attentats qui lui ont sauvé la peau d'Hollande du Bataclan. Un petit peu. Oui, exactement. Juste. C'est marrant, à chaque fois qu'ils sont en train de tomber, c'est soit les attentats, soit le virus. Un petit virus, voilà, ça sauve le truc. La mise, oui. Nous étions sur le pétrole, mais il y a une question qui va se poser ici. C'est, avec la faillite bancaire et la faillite économique, c'est les fonds de pension, les retraites. Alors là... Les retraites par capitalisation. C'était le projet de... C'est notre projet. Oui. C'est le projet de Macron, c'est-à-dire les retraites sont indexées sur la santé de la bourse. Oui. Oui. Et puis surtout, j'invente rien là. C'était de la capitalisation, c'est-à-dire qu'il s'agissait donc de faire appel à des entreprises financières qui plaçaient vos économies. Le problème, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être possible? On a vu que BlackRock et son patron étaient très intéressés par la réforme des retraites en France. Ah bah oui, c'est clair. Alors justement, où en est BlackRock? Le gouvernement Macron, vendu aux banques et aux autres BlackRock, nous avait promis, rappelez-vous, monts et merveilles. Il a suffi que Wall Street explose au mois de mars, entre le 10 et le 12 mars, pour que les retraites des Anglais et des Américains
fondent comme neige au soleil. Alors voilà, là je cite le Guardian de Londres, le journal anglais le plus. C'est le journal de gauche, je précise. Oui, c'est pas un journal de droite. C'est pas un tabloïd populiste. Voilà, c'est pas le Sun. Voilà, c'est pas le Sun, exactement. Tu sais, avec la fille nue là, en page 2. Oui, toujours. Ouais, je vois que vous suivez. Moi aussi. Bref, how badly has my pension been hit? Oui. C'est mauvais, mais enfin bon, bref. En fait, ils ont perdu déjà 10% sur le FTSE. Oui, le FTSE, c'est le CAC, FTSE, voilà, oui, c'est le CAC 40. le CAC des Anglais. Voilà, c'est ça. Et donc, la retraite, d'office, dès les premiers signes de craquement de Wall Street et du système bancaire, financier de Wall Street, ils ont perdu entre 5 et 6%. Voilà. Puisque l'indice est passé de 7400 à 6000, soit une perte de 20%. Oui. Voilà. Donc, ils disent, votre retraite, vous avez perdu tout ce que vous avez mis dans votre retraite, vous avez perdu 10%. Indice niqué. Voilà. Non mais attends. Ouais. Et voilà où veut nous emmener BlackRock avec l'appui de M. Macron. D'ailleurs, je signale que M. Mourad, qui était le conseiller de M. Macron, lui aussi a atterri à Bank of America. Oui, c'est sorti hier, ça. C'est marrant. Ils sont tous casés à Bank of America. Bank of America contrôle l'Élysée. Et Mourad était un de ses conseillers très proches dans la campagne de Macron. Donc voilà, vous perdez, pour toute chute de 10% CAC 40, la valeur de vos investissements retraite fond entre 5 et 6%. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Si je dis simplement, si ça perd 10%, vous perdez 10, point terminé. Voilà. Il n'y a pas de compensation, parce que de toute façon, tous ces hedge funds se retrouvent à poil. Attends, le nombre de hedge funds qui ont fermé lors du crack tiens, le crack de mars, c'est important d'en parler. Plus fort que le jeudi noir de 1929. Regardez, tous les retraités français qui ont accepté de mettre leur retraite complémentaire, il y en a dans des produits vendus dans les banques, donc beaucoup de banques ont vendu ça aux retraités, et indexés sur Wall Street, là, ils se sont pris une méga claque, sans parler de tous ceux qui avaient parié sur une baisse de l'or et une montée du Dow Jones. Ils ont été lessivés. Voici un cas typique. Je vous donne un cas typique, là. C'est California Public Employees Retirement System. Donc, c'est les fonctionnaires de l'État de Californie. CalPERS, exactement. J'ai été reçu au siège de CalPERS quand j'étais en Californie. Ils ont perdu 69 milliards de dollars juste en un mois. 69 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à la tête d'un fonds de pension, vous placez l'argent Wall Street et du jour au lendemain, vous perdez quasiment 70 milliards. Ce sont les pensions des retraités qui sont diminuées d'autant, voilà, tout simplement. Et CalPERS, et c'est ce que veut Macron. CalPERS, donc, c'est la fonction publique californienne. Ça va des instituteurs, en passant par les pompiers, les professeurs de Berkeley. Bien sûr, tout. Et ils ont un siège social. Alors magnifique, j'ai été reçu royalement d'ailleurs, peu importe les circonstances. C'est un immeuble végétalisé, vous savez, très, très à la mode, qui se trouve à Sacramento. Sacramento, la capitale de la Californie. Et CalPERS, donc, a une fonction publique à charge énorme, parce que la Californie dramatique. avait une fonction publique qui était très lourde. Absolument, mais c'est dramatique. C'est un drame. C'est dramatique. Oui. D'ailleurs, regardez, ensuite, plusieurs traders de matières premières qui avaient parié dans le mauvais sens, là aussi, on parle du pétrole, l'or, etc., du mois de mars, se sont retrouvés en slip, comme par exemple AG Mortgage Investment Trust à New York. Alors, ils ont perdu 14 milliards. 14 milliards. Ça, c'est un haircut où je m'y connais pas. Vous avez vu, je le sens. C'est Légion étrangère, là. C'est coupe à corpo, là. Oui, alors donc... Non, mais attends, 14 milliards, les mecs... j'imagine les mecs qui arrivent au bureau, ils appuient sur le bouton de l'ordinateur, et d'un seul coup, il y a le tableur Excel qui s'allume, et puis ils voient qu'ils ont perdu 14 milliards. Et les mecs, je me demande s'ils ont envie de se suicider tout de suite, ou s'ils prennent un café avant. Non mais sérieux quoi. Alors voilà, ce n'est pas tout. Alors ensuite il y a eu Commodity Broker ED and F Man Capital Markets. Alors ils ont perdu 100 millions juste le vendredi. Ouais. Le vendredi, ils ont perdu 100 millions. Alors leur position portait sur 5 milliards. Donc comme ça a baissé, ils ont perdu 100 milliards d'un coup et ils ont dû couvrir tout de suite.
Ah oui. À la fin de la séance. Hein. Vous savez, c'est comme dans le film Wall Street, un fauteuil pour deux. Exactement, oui. C'est à la fin. Oui, 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 parce que ça, c'est le principe du marché de Chicago. Vous devez couvrir vos pertes tout de suite à la fermeture du Mercantile Exchange de Chicago. Voilà. Et alors, écoutez bien la suite. Bloomberg nous rapporte que Citigroup et Deutsche Bank sont les deux banques prêteuses qui se sont retrouvées entubées, c'est le cas de le dire, de plusieurs milliards de dollars de dettes qu'elles avaient accordées à MGM Grand et Mandalay Bay à Las Vegas. Oui, Comme tout a fermé à Las Vegas, il n'y a plus rien, tout est fermé. Ben là, pareil, là, c'est des pertes qui doivent étaler, quoi. Et ensuite, TPG RE Finance Trust a fait faillite, incapable de payer. Ben, je vous disais, ces appels de marge à la fermeture de la séance de Chicago. Et donc, alors, écoutez bien. Alors, parce que là, attends, ils ont parié aussi dans le mauvais sens. Pardon. 9,5 milliards de dollars. Ils n'ont pas pu payer. Donc, leur siège a été cassé. Bancarotta. Ils ont cassé le banc. Comme à Florence. La banqueroute. Voilà, bancarotta, banqueroute. Bancarotta. Et voilà, ils ont cassé ils respectent la règle de Florence. Ouais. Ils cassent le siège. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas pu faire l'appel de marge. Ça, c'est un vrai défaut de paiement, quoi. C'est du sérieux. Oui, 9 milliards. Il nous manque 10 milliards. D'accord. Ciao. Ciao. Oui. Ciao. Paf. Non, mais la banque. Non, mais c'est ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr. Excuse-moi. C'est ce qu'ils ont fait à leurs banquiers. Bien sûr. Je ne sais pas qui est leur banquier, hein, mais ça, je peux vous dire que ça fait très très mal. Alors, parce que ces mecs-là ont des garanties, hein, ils sont garantis par les banques. C'est ça. Oui. Et ben, ça entraîne derrière tout un tas de lettres de crédit, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. We're talking serious money here, aren't we? Hein? Alors, nous étions donc, mon cher Pierre, sur les Non, mais questions vous vous rendez compte, 10 de milliards retraite. Pardon? Oui, nous étions sur les questions de retraite, de Oui. placement, etc. Alors, on vient de le voir, là. il y a une Les question exemples n'en finissent plus. Une question que je voudrais qu'on traite et qui est corrélée à cela, mais après la petite pause que nous allons faire, c'est évidemment l'épargne. Que devient l'épargne Mais quelle épargne? Quelle épargne? Bonne question. Mais quelle épargne? Tout est ortho-négatif. Et bien voilà, c'est la question. Tout est ortho-négatif. C'est une destruction permanente des richesses des gens. Oui, des pauvres gens, d'ailleurs. Oui, mais Des classes moyennes. vous savez que ce qui reste suscite la convoitise d'un certain nombre de candidats au prélèvement. Et nous allons en parler après la pause. Cher Pierre, pauvres épargnants, Ah oui, non, mais là, c'est dramatique et c'est pas non fini. seulement les taux d'intérêt sont négatifs, non seulement il y a de l'inflation, et celle-ci va probablement augmenter, parce qu'on ne peut pas imaginer... Attends, avec les trilliards de fausses monnaies qu'ils ont imprimées, mais attendez, mais... Attends, justement, puisqu'on parle de trilliards, permettez-moi juste de faire une pause. Là, c'est très important. Je repense à la conférence de presse de 2015 de Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, au cours de laquelle il avait pris des pincettes sémantiques pour expliquer en faisant des ronds de jambes qu'il allait appuyer sur le bouton nucléaire de la planche à billets à raison de 80 milliards d'euros par mois. En mars 2020, nous sommes carrément passés à 100 milliards par heure. Et ça s'est accéléré au mois d'avril et au mois de mai, donc il continue. C'est exponentiel. Alors, voilà. Et alors, il y a notre lectrice Béatrice qui nous a résumé ça. Elle dit « Je vous propose ce résumé très temporel et très logique finalement de ce qu'est 1 milliard versus 1 trilliard. Non pas en dollars, mais en secondes. Je crois, très chers lecteurs et lectrices, que cela va vous parler mieux que n'importe quelle formule mathématique. » Alors, on va le voir derrière nous. Alors, juste une chose, on voit que sur, si par exemple, si on met tout ça en secondes, hein, donc des milliards de secondes, voilà, 1 milliard, on va se retrouver en, je sais pas moi, en 1970, mais si on prend 1 trilliard, on se retrouve genre 300 avant Jésus-Christ, quoi. On va voir la date exacte de ce que ça fait. Mais il faut, pour bien que vous compreniez ce qu'est 1 trilliard versus 1 milliard. 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Alors, les puristes de la langue française vont me dire, oui, mais vous vous trompez, c'est pas 1 trilliard, c'est 1 milliard, ou je sais pas quoi. Ouais, enfin bon, attends, les anglo-saxons, là on est le langage de la finance, c'est l'anglo-saxon, hein, enfin l'anglais par définition, donc on adapte plutôt leur mode de compte, sinon on s'y perd. Avec autant de zéros, on s'y perd. Et alors donc du coup,
Je viens à ce que vous avez abordé, c'est-à-dire que l'autre aspect, effectivement, du jour d'après, comment faire face aux montagnes de dettes comme la sécurité sociale qui a emprunté 70 milliards de toute urgence. Hein, absolument, voilà. 70 milliards. Et auprès de marchés. Des étrangers, auprès des marchés. Que demain, l'épargne sociale des Français, car c'est de l'épargne sociale. Oui. Nos cotisations sociales, c'est d'épargne sociale. C'est des salaires, vont être. C'est des salaires qui doivent venir après. Voilà. Eh bien, tout cela va être contrôlé par des salaires banques. décalés. C'est ce qu'a très bien montré Héloïse Benamou dans son livre. Tout à fait. Kleptocratie française. Tiens, ben justement, regardez bien. Je fais juste une parenthèse dans la parenthèse. Ouais, c'est ça. Le Japon a acheté un tiers de la dette française avec sa fausse monnaie. Ben voilà. Je parle l'inventer, regardez. Je vous en parle souvent, La folle ruée des Japonais sur la dette française. En 2019, la dette émise par la France est venue remplir les portefeuilles japonais comme jamais depuis 5 ans. Ces créanciers sont particulièrement soignés par les équipes de Bercy chargées de passer le papier français. Le Japon a le plus gros fonds de pension au monde. Voilà. Et le Japon détient environ 200 milliards d'euros de titres obligataires français, dont l'essentiel serait des emprunts d'État. L'an dernier, ils ont même démontré un appétit particulièrement fort pour la dette française. Alors, je vous signale que les Japonais, eux, ils achètent ça avec leur photocopieuse. Voilà. Et nous, on rembourse avec le salaire des Français, la sueur des Français. Voilà. Non, mais c'est vrai. Nos châteaux, nos vignobles, nos hôtels particuliers, et ainsi de suite. Et il manque quelque chose encore, mon cher. Allez-y. Et nous l'avons déjà dit à cette émission, c'est la capacité de l'État français à nous extorquer ou nous soutirer de l'argent par sa puissance, par son autorité, par l'efficacité de son système fiscal. Et la violence, le monopole de la violence. Monopole de la violence, entre parenthèses, légitime, qui permet ça. Et qui fait la cote internationale des emprunts français. C'est ça qui est dingue en plus. Ça. Voilà, en plus, ils nous notent, vous savez, comme patineur artistique. Bien sûr. Avec la note, là, tiens, voilà, double salto arrière, 50 milliards. Voilà. Non, mais 3%. Il faut insister. Génial, 10 sur 10. Et si bien que la dette française est détenue massivement par l'étranger, alors que par exemple la dette japonaise. Mais par des planches à billets. Oui, mais la dette japonaise, elle est détenue. Comment peut-on accepter par les ça Japonais? Oui, on est d'accord. On est entièrement d'accord. Oui. J'en ai souvent parlé, je ne sais pas si on peut le retrouver. Il y a, à la télévision japonaise, vous avez des pubs, vous avez un homme d'affaires, cravate, etc. Et puis il est suivi par 4 japonaises très jeunes, genre 20 ans de moins. Genre geisha? Non, écolière. Ah non, ça c'est le fantasme des Japonais. L'écolière avec la jupette et les petites chaussettes blanches, les soquettes et les nattes. Bref, et donc il y a une voix off qui dit cet homme a du succès. Donc il y a les 4 filles là qui sont là en adoration, etc. Il a acheté des bons du trésor du Japon. Ouais. Ben, vous verrez jamais ça en France, quoi. Notre dette est vendue, on la vend, on se prostitue, on la va. Bercy se prostitue. Bercy, attends, puisqu'on y est, Bercy est une putain, disons-le clairement, sur un trottoir, le trottoir de Wall Street, et qui vend sa dette. Voilà. Qui vend sa dette à des mecs qui l'achètent avec de la photocopieuse. Voilà. Que les Américains. Même les Chinois, hein, ils font de la photocopie. Non, mais c'est incroyable. Oui. Pourquoi on est parlé Alors, pourquoi on est arrivé là dehors? Pourquoi on est arrivé là? Parce que j'avais évoqué le problème soquettes blanches. J'avais évoqué le problème de l'inflation. Oui. Voilà. C'est que cette fois-ci, ces trilliards de trilliards ne peuvent pas ne pas engendrer de l'inflation. Et voulez-vous que je vous dise pourquoi? Dites-moi. Je vais vous dire. Mon hypothèse est la suivante. La planche à billets fonctionnait déjà pas mal. Oui. Bon, massivement. Pierre-Jean Vallovic nous l'avait dénoncé à ça fait des années que j'en parle, ça fait des années. Mais le commerce international, la mondialisation, avait un effet dépressif sur les prix, par l'effet de concurrence massive. Il y avait toujours un pays qui produisait moins cher, qui payait moins bien ses ouvriers. Or, avec la crise du corona, une partie du commerce international est cassée. Les échanges sont réduits. C'est jamais arrivé dans l'histoire que toute l'économie s'arrête. Voilà. De telle sorte que désormais, les prix ne vont plus subir d'être tirés vers le bas par la concurrence internationale.
Et à ce moment-là, les trillards vont produire leurs effets inflationnistes traditionnels qui, pour la première fois, ont été analysés par le grand économiste français, angevin, s'il vous plaît, Maurice. Jean Bodin. Ah, Jean Bodin, d'accord. Je pensais que vous Bodin. parler d'Allais, moi. Non, mais Maurice Allais l'avait dit. L'a dit 500 ans après Jean Bodin, qui est le premier, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle... Ah, j'ai un livre pour vous, tiens, de Jean Bodin. ben, oui, c'est un grand monsieur, je l'ai trouvé, un ouais, très ouais, grand je l'ai monsieur, Jean trouvé. Bodin. Français, juriste et économiste français du XVIe siècle, et angevin de surcroît. Vous savez que j'ai une certaine faiblesse pour l'Anjou. Eh bien, Jean Bodin... Chez les angevins, il y a des anges, hein, c'est bien connu. Hein. C'est facile. Et il est l'inventeur de ce qu'on appelle Angers. la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire l'inflation. D'ailleurs, Et là- la tenture de l'Apocalypse avec tous les anges se trouve à Angers aussi. oui, hein, oui. voilà. Anges et démons aussi. Attention. Voilà. Bon, mais bref, je pense que cette fois-ci, l'inflation va repartir. Ah bah évidemment qu'elle va repartir. Attendez, ils ont imprimé des trilliards, des trilliards. Ouais. Attends, avec Mais les ça ne Américains, suffisait ils ont pas. fait... Attends, sur la revue de presse, alors je ne sais pas où est le graphique, mais on va le voir. Oui, oui. À un moment donné, la Fed, l'autre jour, ils avaient émis pour... Ils avaient acheté pour 6,66 trilliards. Oui. 6,66. Et le titre de Zero Hedge, c'était les banquiers de la Fed ne manquent pas d'humour macabre, hein, puisqu'ils ont monté à 6,66. Ah oui, 666. 666. Ah oui, ça, voilà. c'est- On a trilliard. On est passé en mode trilliard. Donc là, c'est la destruction de la monnaie. Je veux dire, attends, vous êtes prof d'économie, je veux dire, c'est une évidence. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent danser autour de la table, invoquer la pluie, les Sioux, les Indiens, les Comanches, tout ce qu'on veut. L'inflation va repartir, et puis massivement en plus. Massivement. Et on va le voir d'ailleurs. On l'a déjà vu, nous. Enfin, les Français le voient déjà là, en ce moment même, hein, oui. quand ils vont faire leur course sur Alors, Auchan. il y a deux phénomènes contradictoires. Dans un premier temps, les produits qui ne sont plus demandés connaissent des chutes de prix. Mais il ne faut pas se faire... C'est le principe du tsunami. Mais bien sûr. La Il faut mer pas- se retire. Voilà. Il faut pas Il y a un se laisser tremblement de abuser. terre, la mer se Bien sûr. retire. Et à ce moment-là... Et d'un seul coup, boum. Voilà. Voilà. Exactement. Je crois qu'on a tout résumé. Hein. Là, on a donné une belle image. Je veux dire, tout le monde peut la comprendre, celle-là. Ouais, hein. c'est ça. Pourquoi j'ai ça en papier, moi? Alors, parce qu'on était sur l'inflation, et donc, et puis vous aviez évoqué comment le Japon a acheté de la Non, dette mais française. justement, non. Voilà, parce que une partie de l'épargne des Français sera saisie d'une manière ou d'une autre. Il dit, Ah oui. c'est notre lecteur, Monsieur Puig, il a dit, qui a vu, il dit, j'avais envie de partager cette petite vidéo avec vous. À 2 minutes 22, il lâche, alors je sais plus qui parle, parce que je n'ai pas la vidéo. Le FMI suggère que pour rembourser toutes ces dettes, on prenne 10% de l'épargne de tout le monde. Voilà, et c'était même sur BFM TV. Il dit, je n'y croyais plus de voir une info sur BFM VC. C'est drôle. Monsieur Puig, c'est un stagiaire qui a collé cette info cruciale par définition, parce que ceci doit expliquer cela. Et il a raison, car si le FMI demande la saisie de 10% de toutes les épargnes, cela veut dire que nous aurons obligatoirement un méga impôt coronavirus. On en a parlé tout à l'heure, septembre, octobre, décembre, Voilà. peu importe quand, mais ça va tomber. Corona Que ce tax. soit exactement, que ce soit en TVA, peu importe comment ça va être déguisé. Peu importe, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je ne pense qu'ils ne vont pas le C'est déguiser mathématique. en TVA. Pardon? Ils ne vont pas le déguiser en TVA. Ils vont le déguiser comme pour l'impôt sécheresse, impôt de circonstance, au nom de la morale. Parce qu'on va nous baigner ça dans la moraline. Hein, impôt de solidarité, impôt, etc., etc. On va mettre les soignants, le personnel soignant dedans. On a oublié quelque chose? La loi Sapin 2? Oui, alors, la loi Sapin 2, bien voilà. sûr, bien sûr. Hein, elle a été votée par anticipation, prophylactique. Oui, bien sûr. Voilà, mais Voilà. ils l'ont vu venir le truc, Mais hein, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ça sentait le sapin. Bien sûr que ça sentait le sapin, c'est signé. Dieu a beaucoup d'humour, c'est ça que j'adore. Il a un humour fou, quoi. Il y a le destin des gens. Trouve un mec qui s'appelle Sapin, qui fait de la loi Sapin pour vous niquer vos assurances-vie. C'est génial. Pour enterrer l'épargne. Pour enterrer l'épargne, pour vous voler votre épargne. Mais c'est dingue. C'est dingue. Tiens, j'avais une autre info. Alors, je sais plus ce que j'en ai fait. Ça doit être dans le tas. Alors, je vais vous la donner de tête.
Bon, je sais pas où il est. Parce que c'est un... je crois que c'est Bloomberg Oui. qui dit, il y a 10 ans, donc en 2008-2009, même après l'explosion de Wall Street, un retraité américain qui plaçait $100 000 à Wall Street, Oui. il pouvait décemment attendre d'en obtenir, on va dire, $5 000. 5 000 d'intérêt par an. Bon, Ouais. d'accord. Aujourd'hui, s'il en obtient 500, c'est Ouais. le maximum. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une... Et le journaliste continue, il dit c'est un appauvrissement global de la population et des retraités. C'est-à-dire que là, non seulement on est en train... c'est pas nous. Wall Street et tous les banquiers sont en train de détruire non seulement la classe moyenne, mais ils volent les retraités et nos enfants et nos petits-enfants vont se retrouver à poil. Ouais. Ils vont se retrouver à poil, faut le dire. Ouais. Non mais c'est dramatique pour eux. Ce qui voudra dire que, dans une certaine mesure, les patrimoines dépendront plus de l'État, ou plutôt l'État sera le vrai propriétaire. C'est déjà le cas. Regardez nous la Banque serons Centrale des- Européenne qui rachète toutes les Voilà. obligations. Nous serons La des- Fed qui possède la Banque du Japon. La Banque du Japon possède 50% de toutes les obligations et actions japonaises. Moi, je vous note sa tête. Mais nous serons des propriétaires nominaux. Comme disait Marx, et Dieu sait si je Tiens, ne je suis l'ai. pas marxiste. Je l'ai. Propriétaires nominaux. Nous n'avons de nom que le propriétaire. J'étais même trop optimiste là, dans les chiffres que je vous ai donnés. Peut-être. Écoutez Ouais. bien. En 2008, un retraité qui investit $10 000 dans des bons du Trésor recevait $400. Bon, je me suis pas trompé en fait. Ouais. C'est les proportions qui Ouais, c'est les proportions. En 2020, avec la même somme investie, il ne recevra... Ah oui, quand même. Ah oui, là ça fait mal. Là. $67. Ah oui, d'accord. Ah là, ça fait très mal. Non, c'est bien ce que je dis, j'étais très optimiste là pour le coup. Ouais. Hein, voilà. Et encore, cet article a été écrit quelques jours avant que les taux de la Fed ne deviennent eux aussi négatifs. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais titré ça, regardez, j'avais titré ça, à chaque fois que les banques se retrouvent à la une des médias, une pandémie les sauve in extremis, et c'était du 30 mars. Voilà. Et j'ai retrouvé un autre article du mois de janvier. Et alors là, Ah oui, c'est c'était- intéressant ça. Oui, je vois ce que vous Et voulez alors, dire. où j'annonçais clairement que Wall Street allait sauter. Oui. Et ça a sauté effectivement 2 mois plus tard. Bon, en même temps, c'était pas difficile d'arriver à cette conclusion. Vu les centaines de milliards le matin et 100 milliards le soir pour sauver les banques, là, c'est quand même c'est complètement surréaliste, quoi. Tiens, Banque Postale, pendant qu'on y est. Regardez, d'un de nos lecteurs, spectateurs, il dit « J'ai demandé un retrait à ma banque postale. On m'a fourni un justificatif ainsi qu'une demande de revenus. Ah oui. Mais ils sont... » Attends, je sais pas si tu imagines. Attends, on imagine, j'ai donc oui. inscrit revenu, ne vous regarde pas, et justificatif, je vais acheter des pots de mayonnaise. Ouais, il dit j'étais pas vraiment content. Le directeur de la banque postale de Calais m'a donc contacté, m'a laissé un message, pas très pédagogue, où il me dit qu'il doit légalement justifier que ce que je vais faire de mon argent et qu'il, tenez-vous bien, refusé l'opération. Il refusait de lui rendre l'argent à notre Donc lecteur. non seulement il doit justifier la provenance, mais il doit justifier l'usage. Non mais attends, on lui demande un justificatif ainsi qu'une demande de revenus. C'est-à-dire, pour retirer votre argent, vous devez donner votre feuille d'imposition. Putain, mais c'est des malades. Banque Postale, vous êtes des... Bon. Non, mais... Péripatéticienne. Oui. Ça vous va? Ça me va, ça me va. On est dans la sémantique. Hein. Banque Vous avez d'autres adjectifs éventuellement à suggérer? Oui. Non, j'en ai plein. Macro. J'en ai plein. Macro. Oui, macro. Oui, Macro. oui bien sûr. Mais... Ça engage à rien, hein, Macro, Non, mais ça leur va bien. oui, souteneur. Avec leur pute de guichetier. Alors, décidément, on y revient. Mais attends, mais c'est les informations. Maintenant, j'invente rien. Regardez, Non, vous n'avez- le mec veut retirer 1 000 €, on lui demande ses Ses revenus et revenus, son l'usage. bulletin de salaire. Mais attends. Ouais, Oh. ouais. Mais Pierre, Mais vous vous rendez compte? vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous avez annoncé un certain nombre de choses, dont le krach de Wall Street. Oui, au janvier. Alors, je Dans- vous voulais dans c'est votre, dans le tas, là. Oui. Mais dans votre revue de presse, je suis tombé sur quelque chose qui m'a frappé quand même. Le 20 février 2017, Oui. dans Ouest France, c'est
Bill Gates Oui, qui annonce une pandémie. oui. Alors ça, c'est quand même troublant. Ah bah c'est plus que troublant, hein. J'en ai fait des tartines hein, pour le coup sur Oui, cette affaire, oui. sur la revue de presse. Moi je dis clairement, je le redis, que cette pandémie est organisée de A à Z. J'aurai l'occasion d'y revenir. Avec, je pense qu'on fera une émission spécifique là-dessus, parce que c'est d'abord parce que Bill Gates, je le connais depuis. Enfin, je l'ai interviewé personnellement. Non mais. Ah, vous l'avez interviewé personnellement. Non mais à l'époque où personne ne le connaissait. Oui. Non mais attendez, C'est vrai. moi je suis journaliste informatique, hein, je vous rappelle à la base. Hein. Oui, c'est Donc vrai. personne ne connaissait Bill Gates à l'époque. C'était uniquement un truc de geek, quoi. C'était un truc de. C'est comme comme les gens qui se passionnent aujourd'hui pour L'intelligence artificielle. Non, la crypto-monnaie. Ah oui. Oui, c'est un peu la même, Mais c'est ça, voilà. la même idée, quoi, la même chose. Voilà. Donc, et Bill Gates est tenu par Epstein. Voilà. Est tenu par. Parce qu'il a pris l'avion d'Epstein 4 fois après que celui-ci soit sorti de prison pour prostitution de mineurs ou je ne sais plus quelle accusation sordide, peu importe. Toujours est-il, si vous voulez, que ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que Epstein était un espion du Mossad en collaboration avec la CIA, que toutes les chambres, partout, dans toutes ces maisons, les châteaux, etc., Caméra. dans toutes les îles, toutes les chambres étaient, y compris avenue Foch, il y avait des caméras partout, et c'est comme ça qu'il tient la totalité des sénateurs, des députés, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, italiens, peu importe, il les tient avec des gamines de 12 ans, ou alors s'ils sont mariés, etc. Non, mais je suis très... Attendez, j'ai des biscuits, hein, alors là, je peux vous dire que c'est un dossier que j'ai suivi. Donc Bill Gates, on lui réserve une émission très spéciale, on va dire. Ah oui, tiens, ça serait bien de faire une émission. Exactement. Mais alors, il y a une chose qui m'a troublé aussi profondément, mon cher Pierre, c'est que j'ai vu que le confinement avait été... Nous arrivons à la fin de cet entretien et nous avons déjà sur le prochain. Mais le confinement, au lieu d'être géré par les services, il y a des services dans l'armée, dans la TSP, a été géré par une société américaine qui s'appelle Bain Company. Bain, comme un bain. Bain Company. Oui, j'en parle également. Qui est c'est Marianne qui a sorti l'affaire le premier. Oui, c'est curieux. C'est Marianne. Donc là, c'est un joli scoop de Marianne. Et moi, pour ma part, j'ai rajouté une couche. C'est-à-dire que Marianne n'a pas vu. C'est que en fait, Bain Company, c'est il faut disons-le clairement, c'est une annexe du Mossad pilotée par une ancienne agente du Mossad, fille d'un général de l'armée israélienne. Voilà. Donc tout ça, je veux dire, entre BFM de télévision israélienne, que je dénonce régulièrement, je veux dire, là franchement, ça pue, quoi. Ça pue grave. La France avait les moyens de gérer le déconfinement. Non mais, Olivier, lorsque j'étais secrétaire d'état-major, j'étais dans un bureau spécifique qui est stratégique. Que ça n'a pas l'air comme ça, qui s'appelle le bureau des effectifs. Et avec les colonels qui dirigeaient cette cellule de la 4e région militaire à Bordeaux, j'ai appris ce qu'ils appelaient une montée en puissance. C'est-à-dire, par exemple, si le pays entre en guerre, il faut donc ramener tout de suite les premiers éléments, ensuite mobiliser par tranche, etc. Vous voyez, mobiliser et calculer tous les soldats qu'on peut envoyer au fur et à mesure. Bon, et là, en fait, c'est une descente en puissance. Et les meilleurs spécialistes en France pour le déconfinement, ce sont les officiers, les Saint-Cyriens qui s'occupent des effectifs. C'est leur spécialité. Oui, il me semble. Voilà. Et qu'on m'explique pourquoi le gouvernement français, le ministère de la Santé de M. Véran, dont les collaborateurs sont véreux, faut le dire clairement, parce qu'il y en a un qui a essé de toucher des commissions, sur Mediapart, voilà, que sur l'achat de masques, c'est Mediapart qui a donné le truc. Bravo à Mediapart. Non mais on voit bien, on donne le déconfinement, l'organisation du déconfinement à Bain & Company, une boîte qui est pilotée par le Mossad, mais on se fout de qui ? Non mais là il y a un vrai problème. Moi je ne sais pas ce que fout le contre-espionnage des séries. Peut-être qu'ils ont été mis effectivement devant le fait accompli, mais je ne sais même pas si on a encore un contre-espionnage en France. Je vous le dis. Parce que le Mossad là, franchement, ils s'en donnent à cœur joint. Bain véritablement. est quand même une société de droit américain, que je sache. Bien sûr. Oui, c'est ça.
Mais si vous voulez, ça a été fondé, si vous voulez, dès le départ avec des gens du Mossad, quoi. Voilà. On a tout l'hystérique. Hein. Et attends, j'ai encore des biscuits. Hein. Je vais en rajouter encore. On arrive à la fin de cet entretien, et puis ce n'est plus tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, mais il faut consacrer. Non, mais moi, j'estime, si vous voulez. Attends, on n'a pas assez de gens intelligents en France. On n'a pas de gens dans les ministres. À quoi servent tous ces ministres, tous ces énarques? Ils sont même pas foutus d'organiser le déconfinement. On est obligé de donner ça à Bain. Attends, c'est des informations confidentielles. Alors Bain, selon Marianne, disait non, on le fait gratuitement. Mais attends, j'y crois pas une seule seconde. J'ai jamais vu une multinationale américaine faire quelque chose gratuitement. Ça n'existe pas. There is no free lunch, comme disent. Donc, et s'ils disent, si éventuellement ils font, ça veut dire qu'ils ont sur un autre dossier, ils ont pris 50, 60 ou je sais pas combien de millions. Voilà, il n'y a rien de gratuit. C'est un billard à deux bandes. Oui, je te donne ça, mais personne ne le saura, et tu t'occupes de ça, etc. On n'a pas à donner le déconfinement à une compagnie américaine pilotée par qui est une annexe connue du Mossad. Merde. Pardon. C'est en effet troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des eaux troubles, oui. C'est des eaux troubles. Vous savez, dans les eaux troubles, franchement, on trouve très, très souvent ce genre d'opération. Du point de vue du Mossad, des Israéliens, c'est remarquable. C'est comme l'affaire Epstein, c'est superbement bien organisé. Mais là, on retrouve à nouveau, si vous voulez, le Mossad, Epstein, Bill Gates. Tout ceci se tient. Hein. J'aurai l'occasion de revenir. Hein. L'histoire du vaccin, par exemple. Oui. L'histoire du vaccin, c'est extraordinaire. C'est la lubie de Monsieur Bill Gates. Ça, il aime les vaccins. Il aime les vaccins. Il aime Big Pharma aussi. Enfin, en tout cas, la question légitime, on va peut-être conclure là-dessus. Je rappelle que Monsieur Bill Gates possède un avion à lui, qui est un bombardier B700, donc c'est un petit jet quand même, hein. C'est pas le petit avion à hélice de l'aéroclub de Marne-la-Coquette, hein, c'est vraiment le bombardier que possède Hop, hein, que la France possède. Voilà. Donc Bill Gates a son propre avion, qui m'explique pourquoi il a eu besoin de monter à 4 fois de suite dans l'avion de Monsieur Epstein. Si c'est pour se taper des gamines, voilà. Non, mais je le dis clairement. Alors, de toute façon, en tout cas... Surtout que le mec, il puait le soufre, quoi. Je veux dire, il avait un dossier comme ça, là, déjà. Ouais. Il venait de sortir de prison. Et le mec continue à faire du business avec lui. Waouh. Mais Epstein ne pourra pas nous répondre. Il ne pourra plus nous répondre. Ah non, mais son assassinat, c'est exactement... Suicide, voulez-vous dire. Oui. Son assassinat est exactement le même que celui que j'ai observé à la Montepaschi de Seine. C'est le même. Ouais. Le même. Il y a des milliers de caméras dans cette prison et encore plus de caméras à la Montepaschi parce que c'est une banque. Il y a des caméras partout, c'est normal, c'est hyper sécurisé, c'est une banque. Ils gèrent des lingots d'or, des machins, des trucs, vraiment bref. Comme par hasard, ce jour-là, les caméras je parle de Sienne, hein, la Montepaschi, oui. Les caméras étaient en panne. Comme par hasard à la prison new-yorkaise, les caméras étaient en panne. Oui. Et les mecs s'étaient endormis. Ouais. À Sienne, le garde, je me suis endormi à soupir. Enfin bon, je veux dire, c'est exactement la même opération. Et je vous signale que là aussi, on retrouve des très très gros intérêts à coups de milliards. Hein. Voilà. Il a été suicidé d'une balle tirée à bout portant. Dans le dos. Voilà. Il s'est tiré une balle dans le dos. Voilà. C'était le titre du Canard enchaîné en 1934, à la suite du suicide de Stavisky. De Stavisky, grand banquier aussi, je dis grand escroc. Hein, le crédit municipal de Bayonne. L'affaire Stavisky. Eh bien, mon cher Pierre, rien de nouveau sous le soleil. Mais, si, il y a beaucoup de choses de nouvelles. Beaucoup de nouvelles sous le soleil, au contraire. En intensité. Parce que là, en intensité, on voit, si vous voulez, qu'on monte de plusieurs crans. On voit que les gens commencent à avoir peur. Hein, non, mais attendez, là, les conséquences économiques, si vous voulez, sur le chômage, sur l'indice des prix, etc., tout ce qu'on veut, mais c'est gravissime. Mais c'est gravissime. Là, on a... Et en plus, vous voyez bien que le gouvernement essaie de contrôler les gens, c'est-à-dire surtout qu'ils ne se parlent pas. Et c'est quoi le fait de se mettre un masque, si ce n'est une muselière? C'est une muselière pour que les gens ne se parlent pas. C'est une façon d'étouffer les gilets jaunes. Bien sûr. C'est pour les empêcher de se révolter. Bien sûr, mais nos téléspectateurs ont remarqué que nous n'avions pas de masque. Attendez, partout ils se sont révoltés. En Allemagne ils se sont révoltés. En Italie ils se sont révoltés. Il n'y a qu'en France qu'on ne se révolte pas. Je ne comprends pas. Attendez. Aux États-Unis.
Notre parole est libre sur TV Liberté. TV Libertad, révolution, non mais je suis très sérieux, révolution, non mais là il faut, non mais attends, là il faut ressortir la guillotine quoi. Je veux dire, attends, Macron a 27 000 morts. 26 ou 27 000 morts sur la conscience. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Je ne sais pas à quoi c'est, comment on met un masque, l'autre débile. Là. Ils ont détruit les masques. Non mais attends, ils ont fait tout On pour importait qu'on des ait masques le maximum Chine de morts. pendant qu'on brûlait les masques. Non mais c'est monstrueux. Non, mais on c'est a monstrueux, fermé c'est l'entreprise de monstrueux. Plantel. Des entreprises qu'ils ont fermées. La fabriquaient les chloroquine masques. qui guérit, ils l'ont mise en substance vénéneuse. Ouais. Juste, c'est là où le bas blesse, parce que là, tout le monde a vu que la ficelle était vraiment trop grosse. Ouais. Et le truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le professeur Raoult. La chloroquine, maintenant, est utilisée partout, aux États-Unis, etc. Mais vous avez vu que tous les médecins qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques, d'ailleurs, il y a une vidéo géniale d'un mec qui s'appelle Marcel D. Il fait une vidéo qui s'appelle 442. Et alors là, il les a exécutés, mais alors vraiment, là, je dois avouer que il les a exécutés, si vous voulez, là, à la japonaise, vous voyez, avec un sabre tellement fin qu'il les a épluchés, littéralement tous ces médecins bidons qui se sont battus contre Raoult. Voilà, on salue le professeur Raoult, qui est vraiment notre druide. Il a sauvé les Français, du moins dans le sud, parce que les autres, ils sont morts. Et attends, le gouvernement a interdit d'utiliser la chloroquine pour les soigner. Non, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que le virus se répande. Pour aller sur la chloroquine, pour un pays que je connais bien, c'est le Sénégal, le président Macky Sall, qui on peut reprocher des tas de choses, a dit une chose, on l'a interviewé. Comment expliquez-vous qu'il y ait aussi peu de cas chez vous, etc. Mais il dit, mais le médicament à base de chloroquine, nous sommes un pays de paludisme et nous l'utilisons tous les jours. Oui. Pourquoi est-ce qu'il serait une substance vénéneuse en France ? Écoutez, ils veulent terroriser la population pour que les gens ne sortent pas. Résultat des courses aujourd'hui dans mon entourage, malgré le déconfinement, les gens n'osent même pas prendre le métro. Non, voilà, c'est la peur. Ils ont installé la peur sur la ville. Vous voyez, c'est le peur truc. Sur la ville. Voilà, peur sur la ville. Et du coup, et donc c'est parfait. Je veux dire, pas de gilets jaunes, pas de réunions, pas de manifestations, pas de bonnets rouges, rien. Voilà, c'est surtout ça qu'ils veulent. Tout ça qu'ils veulent. Et il y a tout le temps la menace de remettre une couche. Ah oui, vous n'avez pas été sage, tiens, on va vous reconfiner, bande d'enfoirés. Voilà, c'est ce gouvernement de criminels. Criminels. Nous allons prendre congé sur ces paroles fortes. Non, on ne prend pas congé de ce gouvernement criminel, croyez-moi. Non, nous allons prendre congé de nos téléspectateurs. Ah oui, tout à fait. Et vous reviendrez, mon cher Pierre, pour reparler de tout cela, car il y a matière. Ah bah ça, clairement. Chers téléspectateurs, merci à vous. À très bientôt. Et rendez-vous sur quotidien.com pour la suite de la revue de presse.